Dire sans blesser. Produit élu par Livre Académie. Introduction. C'est en 2009 que le chercheur Matthew Lieberman, neuroscientifique à l'Université de Californie, met en lumière quelque chose d'inattendu. Le cerveau humain traite la douleur sociale, celle provoquée par un mot blessant, un reproche cinglant ou un silence glacial, dans les mêmes zones neuronales que la douleur physique. Autrement dit, quand quelqu'un vous dit « tu exagères toujours » ou « tu ne fais jamais rien comme il faut », votre cerveau réagit comme si vous veniez de recevoir un coup. La blessure est réelle. Elle laisse des traces. Pourtant, la plupart du temps, celui qui blesse ne le voulait pas. Il était fatigué, stressé, débordé. Il cherchait à se défendre, à se faire comprendre, à exprimer une frustration qui s'accumulait depuis trop longtemps. Et lui aussi, en voyant le visage de l'autre se fermer, a ressenti quelque chose se briser. Voilà le paradoxe au cœur de nos relations. Nous communiquons en permanence, nous parlons des dizaines de milliers de mots chaque jour, et pourtant, nous nous sentons souvent incompris, mal entendus, seuls face à nos besoins les plus fondamentaux. Vous vous reconnaissez peut-être dans l'une de ces situations. Vous rentrez du travail épuisé après une réunion qui a mal tourné. Votre manager a critiqué votre rapport devant toute l'équipe et vous n'avez pas su quoi répondre. Vous avez ravalé votre frustration, hoché la tête, et vous êtes retourné à votre bureau avec un nœud dans la gorge. Ce soir, vous n'avez pas envie de parler. Mais votre partenaire vous pose une question banale sur le dîner, et c'est lui ou elle qui reçoit la réponse sèche que vous aviez gardée pour votre chef. Ou bien vous êtes parent, et vous vous entendez répéter les mêmes phrases que vos propres parents utilisaient avec vous, celles que vous juriez de ne jamais prononcer. C'est hors de question. Tu es insupportable. Arrête de te plaindre. Chaque fois, vous voyez le regard de votre enfant changer, et vous vous sentez coupable sans vraiment savoir comment faire autrement. Ou encore, vous êtes manager, entrepreneur, responsable d'une équipe. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez des objectifs clairs. Mais quelque chose cloche dans vos échanges. Les malentendus s'accumulent, les tensions s'installent, certains collaborateurs se ferment, d'autres s'agitent. Vous donnez des instructions précises et vous récoltez des résultats qui ne correspondent pas à ce que vous attendiez. Dans tous ces cas, le problème n'est pas le fond, c'est la forme. Ce n'est pas ce que vous voulez dire, c'est comment vous le dites, et surtout, comment vous l'entendez. Ce livre est né de cette conviction simple. La qualité de votre vie dépend en grande partie de la qualité de vos relations. Et la qualité de vos relations dépend presque entièrement de la qualité de votre communication. En 1963, le psychologue américain Marshall Rosenberg développe une approche qu'il appellera la communication non violente, ou CNV. Formé par Carl Rogers, pionnier de la psychologie humaniste, Rosenberg travaillait alors à désamorcer les tensions raciales dans des écoles américaines en pleine période de déségrégation. Il observe une chose frappante. Dans les situations de conflit, les gens ne s'écoutent pas. Ils se défendent, s'attaquent, se jugent, se comparent. Et plus ils parlent, moins ils se comprennent. Il développe alors un cadre simple, structuré en 4 étapes, pour permettre aux êtres humains de s'exprimer à partir de leurs besoins réels plutôt que de leurs jugements, et d'écouter l'autre avec empathie plutôt qu'avec des défenses levées. Ce cadre, expérimenté d'abord dans des contextes de médiation, s'est révélé aussi puissant dans une conversation de couple que dans une négociation d'entreprise, aussi utile pour un parent que pour un directeur général. Aujourd'hui, la CNV est enseignée dans plus de 65 pays. Des études menées dans des contextes aussi variés que les hôpitaux, les écoles, les prisons et les entreprises montrent qu'elle réduit les conflits de manière significative, améliore la coopération et renforce le sentiment de confiance entre les personnes qui la pratiquent. Mais voilà le problème. La plupart des ressources disponibles en français sur la CNV sont soit très théoriques, soit des traductions de l'anglais qui utilisent des exemples culturellement décalés, des situations qui ne ressemblent pas à votre quotidien. Ce livre est différent. Ce que vous allez apprendre dans ces pages est concret, immédiatement applicable, et ancré dans des situations que vous vivez chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute, médiateur ou expert en psychologie. Vous avez besoin de comprendre quelques mécanismes fondamentaux sur la façon dont les mots agissent sur le cerveau humain, d'acquérir un vocabulaire nouveau pour exprimer ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin, et de pratiquer, à votre rythme, dans vos relations réelles. Ce livre vous accompagne en 7 chapitres progressifs. Dans le premier chapitre,
vous découvrez les 4 composantes fondamentales de la CNV. Observer sans juger, identifier vos émotions, reconnaître vos besoins profonds et formuler des demandes claires. Dans le deuxième chapitre, vous identifiez les formes de communication que vous utilisez sans le savoir et qui sabotent vos relations. Le troisième chapitre est consacré à l'écoute empathique, peut-être la compétence la plus transformatrice de toutes. Dans le quatrième chapitre, vous apprenez à dire non avec bienveillance. Le cinquième chapitre vous donne les outils pour désamorcer les conflits avant qu'ils dégénèrent. Le sixième chapitre applique tous ces principes au contexte professionnel. Et le septième chapitre vous propose un programme de 21 jours pour ancrer durablement ces nouvelles habitudes dans votre vie. La communication non violente n'est pas une technique de manipulation. Elle ne vous apprendra pas à obtenir ce que vous voulez en disant ce que l'autre veut entendre. C'est, au contraire, une invitation à plus d'honnêteté, plus de vulnérabilité et, paradoxalement, plus de puissance dans vos relations. Parce que quand vous cessez de vous défendre et que vous commencez à exprimer ce que vous ressentez vraiment, quelque chose se déplace dans la relation. L'autre n'est plus votre adversaire, il devient votre interlocuteur. Et c'est là que tout commence. Bonne lecture. Chapitre numéro 1. Les 4 piliers de la communication non violente. Le 14 mars 1995, une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology provoque une onde de choc dans le monde de la psychologie sociale. Des chercheurs de l'Université du Michigan démontrent, donnés à l'appui, que la grande majorité des conflits interpersonnels ne naissent pas d'une incompatibilité de caractère, ni même d'un désaccord profond sur le fond des choses. Ils naissent d'un malentendu sur la forme. 2 personnes qui parlent sans se comprendre, parce qu'elles utilisent des mots différents pour exprimer des besoins souvent identiques. Cette découverte rejoint exactement ce que Marshall Rosenberg avait observé 30 ans plus tôt sur le terrain. Formé par Carl Rogers, le père de la psychologie humaniste, Rosenberg avait passé des années à intervenir dans des situations de conflits extrêmes, des quartiers en proie aux violences raciales, des prisons où la tension était permanente, des familles au bord de l'implosion. Et partout, il observait la même chose. Les gens ne se disputaient pas sur ce qu'ils croyaient se disputer. Derrière chaque reproche, chaque cri, chaque silence blessant, il y avait un besoin fondamental non exprimé. Et derrière chaque besoin non exprimé, il y avait un manque d'outils pour le formuler. La communication non violente est cet outil. Elle repose sur 4 piliers, 4 étapes qui structurent un échange du début à la fin. Non pas pour rendre la communication artificielle ou robotique, mais pour la rendre précise et honnête. Comme un musicien qui apprend les gammes avant d'improviser, vous allez d'abord intégrer la structure, puis la rendre naturelle jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe. Ces 4 piliers sont observer, ressentir, identifier le besoin, formuler la demande. Chacun semble évident. Ensemble, ils transforment radicalement la qualité de vos échanges. Premier pilier, observer, sans juger. Tout commence par ce que vous voyez, entendez ou constatez. Pas ce que vous en pensez, pas ce que vous en déduisez, pas l'intention que vous prêtez à l'autre, mais ce qui s'est réellement passé, de façon factuelle et vérifiable. C'est ce que la CNV appelle l'observation pure, et c'est la compétence la plus difficile à acquérir parce qu'elle va à l'encontre d'une habitude profondément ancrée dans notre fonctionnement cognitif, celle d'interpréter immédiatement ce que nous percevons. Voici la différence en pratique. Vous attendez un collègue pour une réunion fixée à 9 heures. Il arrive à 9h20. Votre cerveau produit instantanément une interprétation. Il ne respecte pas mon temps. Ou, il s'en fiche complètement. Ou encore, il le fait exprès. Ce n'est pas une observation, c'est un jugement déguisé en fait. Et c'est cette confusion entre le fait et l'interprétation qui déclenche presque tous les conflits inutiles. L'observation pure ressemble à ceci. Tu es arrivé 20 minutes après l'heure prévue. Rien de plus. Pas de conclusion sur ses intentions, pas d'accusation sur son caractère, pas de généralisation sur ses habitudes. Un constat factuel, daté, précis, que l'autre ne peut pas contester parce qu'il est vrai. Pourquoi cette distinction est-elle si cruciale? Parce que dès que vous formulez un jugement, l'autre se défend. Son cerveau passe automatiquement en mode protection. Il ne cherche plus à vous comprendre. Il cherche à se justifier, à contre-attaquer, à minimiser. Et la conversation déraille avant même d'avoir commencé, non pas parce que les 2 personnes sont de mauvaise volonté, mais parce que le mécanisme neurologique de défense
s'est mis en route sans que personne ne l'ait décidé consciemment. Des recherches en neurosciences cognitives, publiées en 2017 par l'équipe de Kevin Oxner à l'Université Columbia, montrent que le simple fait d'entendre une formulation accusatrice active l'amygdale cérébrale, le centre de traitement de la peur et de la menace, en moins de 250 millisecondes. C'est-à-dire avant même que la personne ait eu le temps de réfléchir consciemment à ce qu'elle vient d'entendre. La défensive n'est pas un choix délibéré, c'est une réaction biologique automatique, héritée de millions d'années d'évolution. L'observation factuelle, au contraire, laisse l'autre dans un état de disponibilité cognitive et émotionnelle. Il peut entendre, il peut répondre, il peut s'expliquer. Le dialogue reste possible parce que son cerveau n'a pas basculé en mode survie. Il faut également comprendre que nos jugements sont rarement conscients. Nous croyons décrire la réalité quand nous la filtrons en permanence à travers le prisme de nos expériences passées, de nos attentes, de nos peurs et de nos valeurs. Quand vous dites « il est irresponsable », vous croyez décrire objectivement votre collègue. En réalité, vous décrivez la distance entre son comportement et votre propre définition de la responsabilité. Ce n'est pas un fait universel, c'est votre interprétation. La pratique de l'observation sans jugement est donc aussi une pratique d'humilité intellectuelle. Elle vous demande de reconnaître que vous ne savez pas avec certitude ce que l'autre pense, ressent ou veut. Vous savez seulement ce que vous avez vu ou entendu. Exercice pratique. Pendant 48 heures, chaque fois que vous formulez mentalement un jugement sur quelqu'un, reformulez-le immédiatement en observation factuelle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'avez-vous vu ou entendu? Avec précision. Notez la différence que vous ressentez entre le jugement et l'observation. Vous constaterez que le jugement produit de la tension et de la fermeture, tandis que l'observation factuelle produit de la clarté et de la disponibilité. Deuxième pilier. Identifier et exprimer ce que vous ressentez. Une fois l'observation posée, la CNV vous invite à faire quelque chose que la plupart d'entre nous n'avons jamais vraiment appris à faire. Nommez votre émotion avec précision. Pas « je me sens mal », pas « je suis énervé ». Ces formulations sont trop vagues pour permettre à l'autre de vous comprendre, et la plupart du temps, elles masquent ce que vous ressentez réellement. « Je me sens mal » peut signifier que vous êtes triste, que vous êtes blessé, que vous avez peur, que vous vous sentez ignoré, que vous êtes épuisé, que vous êtes déçu ou que vous vous sentez humilié. Ce ne sont pas les mêmes émotions, elles ne demandent pas les mêmes réponses, et elles ne pointent pas vers les mêmes besoins. Le vocabulaire émotionnel de la plupart des adultes est étonnamment pauvre. Une étude conduite en 2021 par l'Université de Genève auprès de 2400 participants européens révèle que plus de 70% des personnes interrogées utilisent moins de 15 mots différents pour décrire leurs états émotionnels au quotidien, alors que les chercheurs en psychologie émotionnelle répertorient plus de 400 nuances distinctes. Sophie, 38 ans, responsable marketing dans une entreprise de taille intermédiaire à Lyon, en témoigne. Pendant des années, je rentrais chez moi le soir et mon mari me demandait comment s'était passée ma journée. Je répondais toujours bien ou stressante. Un jour, en travaillant sur la CNV, j'ai réalisé que derrière ce stressante, il y avait en réalité de la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de mon directeur, de la frustration de ne pas être écouté en réunion, et une vraie tristesse de passer mes journées à faire des choses qui n'avaient plus de sens pour moi. C'était complètement différent. Et quand j'ai commencé à le dire avec ces mots-là, quelque chose a changé dans ma relation avec mon mari, mais aussi dans ma relation avec moi-même. La CNV distingue par ailleurs deux catégories d'émotions qu'il est essentiel de ne pas confondre. Les émotions réelles, celles qui décrivent véritablement votre état intérieur. Je suis inquiet, je suis soulagé, je me sens seul, je suis enthousiaste, je suis déçu, je me sens vulnérable. Et les pseudo-émotions, celles qui contiennent déjà une accusation implicite envers l'autre. Je me sens ignoré, je me sens trahi, je me sens incompris. Ces formulations font glisser le message vers l'interprétation et remettent immédiatement l'autre en position défensive. Formuler une émotion réelle, c'est prendre la responsabilité de votre état intérieur sans en accuser l'autre. C'est une forme de courage qui, paradoxalement, crée infiniment plus de proximité et de connexion qu'un reproche, même formulé avec douceur. Troisième pilier, reconnaître le besoin derrière l'émotion. C'est ici que la CNV devient véritablement révolutionnaire dans son approche. Derrière chaque émotion, il y a un besoin.
Chaque fois que vous ressentez de la frustration, de la colère, de la tristesse, de l'anxiété ou de la déception, cette émotion n'est pas un problème à éliminer. C'est un signal. Elle vous indique qu'un besoin fondamental n'est pas satisfait. Marshall Rosenberg s'est appuyé sur les travaux du psychologue humaniste Abraham Maslow pour établir une carte détaillée des besoins humains universels. Parmi les plus fondamentaux, le besoin de sécurité physique et émotionnelle, d'appartenance et de connexion avec les autres, de reconnaissance et d'estime, d'autonomie et de liberté, de sens et de contribution, de créativité et d'apprentissage. Ces besoins sont communs à tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, leur éducation, leur personnalité ou leur histoire. Et c'est là que réside l'insight le plus puissant de toute la CNV. Les conflits ne portent jamais sur les besoins. Ils portent sur les stratégies. Deux personnes peuvent avoir exactement le même besoin de reconnaissance et entrer en conflit parce qu'elles utilisent des stratégies opposées pour le satisfaire. L'une a besoin qu'on lui dise explicitement que son travail est bon. L'autre exprime sa reconnaissance en augmentant les responsabilités de l'autre sans les accompagner d'explications. Les deux sont sincères. Aucune ne comprend pourquoi l'autre est insatisfaite. Parce que personne n'a parlé du besoin. La question à vous poser systématiquement, face à une émotion difficile, quel besoin de moi n'est pas satisfait en ce moment? Et face au comportement difficile d'un autre, quel besoin cherche-t-il à satisfaire, même maladroitement? Quatrième pilier, formuler une demande claire. Le quatrième et dernier pilier est celui qui transforme l'expression intérieure en dialogue réel. Après avoir observé factuellement, exprimez votre émotion avec précision et identifiez votre besoin, vous formulez une demande. Pas une exigence déguisée, pas une plainte répétée, pas un ultimatum voilé, une vraie demande. La différence entre une demande et une exigence est simple en théorie, mais fondamentale dans ses effets. Une exigence, même formulée poliment, implique une conséquence négative si elle n'est pas satisfaite. Elle met l'autre sous pression et déclenche deux types de réponses également problématiques, la résistance ou la soumission. Jamais la coopération authentique. Une demande, au contraire, laisse l'autre réellement libre de dire non. Et c'est précisément cette liberté qui rend le oui significatif et durable. Une bonne demande, selon la CNV, présente trois caractéristiques précises. Elle est concrète et réalisable dans le temps immédiat. Elle est formulée dans le présent ou le court terme, non dans l'abstrait ou le perpétuel. Elle est authentiquement ouverte. Elle laisse véritablement place à une réponse différente de oui. Thomas, 44 ans, chef d'équipe dans une PME industrielle de la région lyonnaise, décrit l'avant et l'après CNV dans son management. Avant, quand je voulais que quelqu'un améliore son travail, je disais des choses comme « il faut que tu sois plus rigoureux » ou « ce n'est pas acceptable comme rendu ». Les gens hochaient la tête et rien ne changeait. Maintenant je dis « j'ai besoin que les rapports hebdomadaires soient envoyés le vendredi avant midi avec les données de production complètes. Est-ce que c'est faisable pour toi ou est-ce qu'il y a un obstacle que je ne vois pas ?» La deuxième fois que j'ai posé la question de cette façon, un collaborateur m'a répondu qu'il n'avait pas accès aux données de production avant 14 heures le vendredi. Un problème qui durait depuis 8 mois a été résolu en 10 minutes. Des expériences menées sur la communication en milieu médical, dans des hôpitaux en Suisse et en Belgique entre 2018 et 2022, ont montré que les patients qui recevaient des demandes formulées selon les critères CNV adhéraient à leur protocole de soins avec un taux supérieur de 41% par rapport au groupe ayant reçu des instructions classiques. La formulation d'une demande claire et respectueuse de la liberté de l'autre n'est donc pas qu'une question de bienveillance. C'est un levier d'efficacité concrète et mesurable. Les 4 piliers en action. 2 exemples complets. Pour rendre ces 4 étapes pleinement concrètes, voici 2 situations du quotidien avec la formulation classique et la formulation CNV côte à côte. Première situation, à la maison. Vous rentrez du travail, après une journée difficile, et vous trouvez la cuisine dans un état qui vous pèse. Votre partenaire est dans le salon. Sans CNV. C'est toujours pareil. Tu ne fais jamais rien. Je suis obligé de tout gérer dans cette maison. Avec les 4 piliers, quand je rentre et que je vois la vaisselle du matin encore dans l'évier et les restes du déjeuner sur le plan de travail. Observation. Je me sens épuisé et découragé. Émotion. Parce que j'ai besoin de sentir qu'on partage équitablement les tâches à la maison. Besoin. Est-ce que tu peux t'occuper de la cuisine ce soir pendant que je prends une douche? Demande.
Deuxième situation. Au travail. Vous avez partagé une idée en réunion. Votre collègue l'a immédiatement critiquée devant tout le groupe, sans vous avoir parlé en amont. Sans CNV. Tu aurais pu m'en parler avant de démolir mon projet devant tout le monde. C'est vraiment peu professionnel. Avec les 4 piliers, quand tu as exprimé tes réserves sur ma proposition, directement en réunion, sans m'en avoir parlé avant, je me suis senti pris de court et un peu humilié, parce que j'ai besoin que mes idées soient discutées avec respect avant d'être remises en question publiquement. Est-ce que tu peux me parler en privé la prochaine fois avant d'émettre des critiques en réunion? Dans les 2 cas, le message exprimé est identique sur le fond. Mais la forme change tout à la réponse que vous allez recevoir. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, le cerveau réagit à une formulation accusatrice en moins de 250 millisecondes, avant toute réflexion consciente. L'observation factuelle évite de déclencher ce mécanisme défensif automatique. Plus de 70% des adultes utilisent moins de 15 mots pour décrire leurs émotions. Enrichir votre vocabulaire émotionnel est la condition de base d'une communication précise. Les conflits portent toujours sur des stratégies opposées pour satisfaire des besoins souvent identiques. Remonter aux besoins transforme l'affrontement en dialogue. Une demande laisse l'autre libre de dire non. C'est cette liberté qui rend la coopération authentique et durable. Question de réflexion. Pensez à un conflit récent dans votre vie, au travail ou à la maison. En remontant aux 4 étapes, quel était votre besoin réel derrière votre réaction? L'avez-vous exprimé clairement ou avez-vous exprimé le jugement à sa place? Chapitre numéro 2. Le langage qui tue les relations, sans qu'on le sache. C'est en 1999 que la chercheuse en psychologie sociale, Penelope Brown, de l'Université de Cambridge, publie une analyse comparative portant sur 47 cultures différentes à travers le monde. Sa conclusion est frappante. Dans toutes les sociétés humaines étudiées, sans exception, les êtres humains développent des formes de langage destinées à protéger leur image et celle des autres. Mais dans les mêmes sociétés, ces mêmes êtres humains développent aussi, sans en avoir conscience, des formes de langage qui font exactement le contraire, qui blessent, qui excluent, qui écrasent, souvent avec les meilleures intentions du monde. Ce paradoxe est au cœur de ce deuxième chapitre. Nous ne blessons pas les autres parce que nous sommes cruels. Nous les blessons parce que nous utilisons un langage que nous n'avons jamais vraiment examiné. Des formulations héritées de notre éducation, de notre culture, de nos expériences passées, que nous répétons automatiquement sans mesurer leur impact réel sur ceux qui les reçoivent. Marshall Rosenberg appelait cela le langage aliénant, c'est-à-dire le langage qui coupe la connexion entre les êtres humains au lieu de la renforcer. Ce chapitre est avant tout un miroir. Lisez-le sans vous juger. Vous reconnaîtrez probablement des choses que vous dites régulièrement. C'est normal, ces patterns sont universels. La première forme, les jugements moralisateurs. Le jugement moralisateur est la forme de langage aliénant la plus répandue et la plus difficile à détecter. Tu es égoïste. Il est paresseux. Elle est irresponsable. Ils sont incompétents. Ces formulations semblent décrire une réalité objective. En réalité, elles disent bien plus sur celui qui les prononce que sur celui qui les reçoit. Une étude publiée en 2016 dans la revue Social Cognitive and Affective Neuroscience par des chercheurs de l'Université d'Amsterdam montre que recevoir un jugement sur sa personne active simultanément 2 zones cérébrales, l'amygdale, responsable de la réponse de défense, et le cortex préfrontal ventromédian, impliqué dans la régulation de l'estime de soi. En d'autres termes, un jugement moralisateur attaque à la fois le sentiment de sécurité et la confiance en soi de celui qui le reçoit, et cela en une fraction de seconde. La transformation CNV consiste à passer du jugement sur la personne à l'observation d'un comportement spécifique. Non pas « tu es désorganisé », mais « j'ai trouvé 3 erreurs dans le rapport que tu m'as envoyé mardi, et les données du 3e trimestre manquaient ». La précision protège la personne et rend le retour actionnable. La deuxième forme, les comparaisons destructrices. Ton frère, lui, avait de bien meilleures notes à ton âge. Regarde comment Marie gère ses équipes. Toi, tu devrais t'en inspirer. Dans mon ancienne entreprise, on livrait 2 fois plus vite, avec 2 fois moins de monde. Des recherches menées entre 2014 et 2020 par l'équipe du psychologue Thomas Gilovich à l'université Cornell montrent que les comparaisons sociales descendantes
génèrent un état de stress chronique mesurable, avec une élévation du cortisol, l'hormone du stress, sur une durée pouvant aller de quelques heures à plusieurs jours après l'événement déclencheur. Autrement dit, une comparaison blessante prononcée le lundi matin peut encore affecter biologiquement la personne qui la reçoit le mercredi. La transformation CNV consiste à remplacer la comparaison par l'expression directe de ce que vous attendez, sans référence à un tiers. La troisième forme, le déni de responsabilité. Je suis obligé de te le dire, mais tu n'as pas le niveau requis. On n'a pas le choix, c'est le règlement. C'est la direction qui décide, moi je ne fais que transmettre. C'est ta faute, si j'en suis arrivé là. Le déni de responsabilité consiste à effacer sa propre agentivité dans une situation, à présenter ses choix comme des fatalités. Une expérience menée en 2018 par des chercheurs en psychologie organisationnelle à l'Université de Montréal a mesuré que les collaborateurs dont les managers utilisaient fréquemment ce type de formulation présentaient un niveau d'engagement au travail inférieur de 34% à ceux dont les managers assumaient explicitement leurs décisions. La transformation CNV consiste à réintroduire sa propre agentivité dans le discours. Non pas « je n'ai pas le choix de te dire que ton contrat ne sera pas renouvelé », mais « j'ai décidé de ne pas renouveler ton contrat et je vais t'expliquer pourquoi ». La quatrième forme, les exigences déguisées. Tu pourrais quand même faire un effort. Ce serait bien si tu arrivais à l'heure pour une fois. J'espère que tu vas te mettre à travailler sérieusement maintenant. Julien, 35 ans, ingénieur dans une entreprise de logistique à Bordeaux, décrit l'effet de ce type de communication sur sa relation avec son manager. Il ne me criait jamais dessus. Il ne me faisait pas de remarques directes. Mais chaque réunion se terminait par des « on compte sur toi » ou des « j'espère qu'on va voir une amélioration ce mois-ci ». Après 6 mois, je n'avais plus du tout envie de venir travailler. Je me sentais en permanence en faute, sans jamais savoir exactement ce que j'avais fait de mal, ni ce qu'on attendait vraiment de moi. La transformation CNV consiste à remplacer l'exigence déguisée par une demande explicite et concrète, assortie d'une expression claire du besoin. La cinquième forme, les généralisations absolues. Tu fais toujours ça. Tu n'écoutes jamais. C'est systématiquement pareil avec toi. Tu ne changes pas. Une étude menée en 2020 par des chercheurs en psychologie clinique à l'Université de Zurich, portant sur 312 couples en thérapie, identifie les généralisations absolues comme l'un des 3 prédicteurs les plus fiables de la détérioration d'une relation sur le long terme, aux côtés du mépris et du retrait émotionnel. La transformation CNV consiste à revenir au spécifique et au récent. Non pas « tu fais toujours ça », mais « ce matin, quand tu as répondu à mon message 2 heures après, j'ai eu l'impression que ma demande n'était pas prioritaire pour toi. » La sixième forme, le langage de la honte et de la culpabilité. Tu devrais avoir honte. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je suis tellement déçu de toi. Des décennies de recherche en psychologie du développement, notamment les travaux de la chercheuse Brené Brown, menés à l'Université de Houston sur plus de 13 000 participants, montrent que la honte est l'une des émotions les plus corrélées à des comportements dysfonctionnels. La honte ne motive pas le changement positif. Elle paralyse ou elle détruit. La transformation CNV consiste à remplacer l'appel à la culpabilité par l'expression directe de votre émotion et de votre besoin. La septième forme, les interprétations présentées comme des vérités. Je sais très bien ce que tu penses. Tu fais ça pour m'énerver. Tu cherches à me mettre en difficulté. Cette dernière forme est peut-être la plus fermante de toutes, parce qu'elle ne laisse aucune place à la réponse de l'autre. Elle crée ce que les psychologues appellent un double bind, une situation sans issue. S'il accepte l'interprétation, il confirme une réalité qui n'est peut-être pas la sienne. S'il la conteste, sa contestation est utilisée contre lui. Pendant une semaine, notez chaque fois que vous utilisez l'une de ces 7 formes dans vos échanges, à l'oral ou à l'écrit, au travail ou à la maison. Ne cherchez pas à vous corriger immédiatement. Observez simplement. La conscience précède toujours le changement. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Un jugement active défense et estime de soi simultanément en moins d'une demi-seconde. La précision comportementale protège la relation. Les comparaisons sociales descendantes génèrent une élévation du cortisol mesurable pendant plusieurs jours après l'événement. Les généralisations absolues figurent parmi les 3 prédicteurs les plus fiables de la détérioration d'une relation sur le long terme.
La honte produit de la soumission à court terme et du ressentiment à long terme. Elle ne motive jamais un changement positif et durable. Question de réflexion. Parmi les 7 formes présentées dans ce chapitre, laquelle reconnaissez-vous le plus souvent dans votre propre façon de communiquer? Dans quel contexte apparaît-elle le plus fréquemment et avec quelle personne? Chapitre numéro 3. Écoutez vraiment. L'empathie en pratique. Non, en 2012, le chercheur Graham Boddy, spécialiste de la communication à l'Université du Mississippi, publie une méta-analyse portant sur 43 études indépendantes consacrées à l'écoute humaine. Sa conclusion principale est aussi simple que dérangeante. La plupart des gens pensent qu'ils écoutent bien. Presque personne n'écoute vraiment. Plus précisément, Boddy montre que dans une conversation ordinaire, un interlocuteur retient en moyenne moins de 25% de ce que l'autre vient de lui dire. Que son attention réelle se dégrade après 30 secondes d'écoute continue, et que pendant les 70% du temps restant où il semble écouter, son cerveau est en réalité occupé à autre chose. Préparer sa réponse, évaluer ce qu'il entend, laisser son esprit dériver vers ses propres préoccupations. Ce chapitre est consacré à l'une des compétences les plus rares et les plus puissantes qui soient dans les relations humaines. L'écoute empathique. Ce que nous faisons à la place d'écouter. Marshall Rosenberg avait recensé plusieurs comportements que nous confondons spontanément avec l'écoute, mais qui en sont en réalité l'opposé. Le premier est le conseil immédiat. Quelqu'un vous dit qu'il traverse une période difficile. Avant même qu'il ait terminé sa phrase, votre cerveau est déjà en train de produire une liste de solutions. Mais la plupart du temps, la personne qui parle n'a pas besoin d'un conseil. Elle a besoin d'être entendue. Le deuxième comportement est la consolation précipitée. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu es fort, tu vas t'en sortir. Ces formulations sont sincères et bienveillantes. Mais elles court-circuitent l'expérience émotionnelle de l'autre en lui signifiant que ce qu'il ressent n'est pas vraiment justifié. Le troisième comportement est le retournement vers soi. Ah oui, je comprends. Moi aussi j'ai vécu quelque chose de similaire. La conversation bascule, et celui qui venait chercher de l'écoute se retrouve à écouter à son tour. Le quatrième comportement est l'interrogatoire. Les questions se succèdent, orientées par notre propre curiosité. Mais elles dirigent la conversation vers ce qui nous intéresse, pas nécessairement vers ce dont l'autre a besoin d'exprimer. Aucun de ces comportements n'est malveillant. Mais tous ont en commun de centrer la conversation sur l'écoutant plutôt que sur celui qui parle. Ce qu'est vraiment l'écoute empathique. L'écoute empathique consiste à être pleinement présent à ce que l'autre vit, à chercher à comprendre ce qu'il ressent et ce dont il a besoin, sans se perdre dans son expérience ni chercher immédiatement à la modifier. Des recherches menées par la neuroscientifique Tania Singer à l'Institut Max Planck de Leipzig, publiées en 2014 dans la revue Science, ont mis en évidence une distinction neurologique fondamentale entre deux modes d'écoute. Quand nous écoutons en mode sympathique, les zones cérébrales liées à la douleur partagée s'activent et produisent un état de détresse qui pousse paradoxalement à vouloir s'éloigner de la souffrance de l'autre. Quand nous écoutons en mode empathique, d'autres réseaux neuronaux s'activent, liés à la curiosité bienveillante et à la régulation émotionnelle, et permettent de rester présent sans être submergé. Les 3 niveaux d'écoute. Le premier niveau est l'écoute de surface. Vous entendez les mots, vous traitez l'information de façon mécanique. C'est approprié pour les conversations transactionnelles. Le deuxième niveau est l'écoute active. Vous êtes attentif non seulement aux mots, mais aussi au ton, au rythme, au silence. Vous reformulez, vous posez des questions pour clarifier. Le troisième niveau est l'écoute empathique. Vous êtes attentif à l'émotion qui porte les mots et aux besoins qui se trouvent derrière. Vous êtes pleinement présent, sans agenda, sans urgence, à résoudre ou à orienter. Ce niveau d'écoute est rare, et c'est précisément sa rareté qui le rend si précieux. L'outil central, la reformulation empathique. La reformulation empathique consiste à refléter à l'autre ce que vous avez perçu de son émotion et de son besoin sous-jacent, et à vérifier avec lui que votre perception est juste. Un collègue vous dit « J'en ai assez de cette réunion hebdomadaire, c'est une perte de temps totale, on tourne en rond et on ne prend jamais de décision concrète. » La reformulation empathique ressemble à ceci. Si je t'entends bien, tu te sens frustré parce que tu as besoin que ces réunions débouchent sur des actions concrètes. Et en ce moment, tu as l'impression que ce n'est pas le cas. C'est ça?
Charlotte, 41 ans, directrice des ressources humaines dans un groupe industriel à Nantes, décrit l'effet de la reformulation. Avant d'apprendre la CNV, quand un collaborateur venait me voir pour se plaindre de son manager, je passais immédiatement en mode investigation. Très souvent, la personne repartait encore plus frustrée qu'à son arrivée. Depuis que j'ai intégré la reformulation empathique, quelque chose a changé radicalement. Je commence par reformuler ce que j'entends de l'émotion et du besoin, et 9 fois sur 10, la personne se détend, acquiesce, et dit quelque chose comme « Oui, c'est exactement ça ». Parfois, elle trouve elle-même la solution dans les minutes qui suivent. Écoutez en silence. La puissance du rien. Une étude menée en 2019 par des chercheurs en psychologie clinique à l'Université de Toronto montre que lorsqu'un thérapeute laisse un silence de 3 à 5 secondes après qu'un patient a terminé une phrase importante, ce patient poursuit spontanément, dans 78% des cas, avec une information ou une émotion qu'il n'avait pas initialement prévu de partager. 3 à 5 secondes de silence après une phrase importante, c'est peu. Mais c'est suffisant pour signaler à l'autre que vous n'êtes pas pressé, que vous n'avez pas d'agenda, que vous êtes vraiment là pour lui. L'écoute de soi, la condition préalable à tout. On ne peut pas véritablement écouter l'autre si on ne s'écoute pas soi-même. Quand vous entrez dans une conversation dans un état d'épuisement, de colère contenue ou d'anxiété intense, votre capacité à être présent à l'autre est mécaniquement réduite. La pratique recommandée par Rosenberg est ce qu'il appelait l'auto-empathie. Une pause intentionnelle, avant une conversation importante, pour identifier ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin en ce moment précis. Cette reconnaissance seule suffit souvent à créer assez d'espace intérieur pour être disponible à l'autre. Comment recevoir un message difficile sans se fermer? Quand le message que vous recevez vous concerne directement, la pratique CNV propose une approche en 3 temps. Le premier temps est la reconnaissance de votre propre état. Je sens que je me défends intérieurement. Le deuxième temps est la recherche du vrai message sous l'accusation. Quel est le besoin de l'autre derrière ces mots? Le troisième temps est la reformulation empathique, même dans ce contexte difficile. Si je t'entends bien, tu te sens blessé parce que tu as besoin que tes contributions soient reconnues. C'est ça? L'exercice de la semaine. Pendant 7 jours, choisissez une conversation par jour et imposez-vous une règle unique. Ne pas intervenir tant que l'autre n'a pas complètement terminé et attendre au moins 3 secondes après sa dernière phrase avant de répondre. Pas de conseils, pas de consolation, pas de retournement vers vous-même. Juste votre présence et, si vous le souhaitez, une reformulation empathique à la fin. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre. En conversation ordinaire, nous retenons moins de 25% de ce que l'autre dit et notre attention réelle se dégrade après 30 secondes. L'écoute profonde est une compétence à construire activement, pas un état naturel. La neuroscience distingue 2 modes d'écoute. La sympathie fusionnelle qui épuise et éloigne, et l'empathie présente qui permet de rester disponible sans être submergé. 3 à 5 secondes de silence, après une phrase importante, suffisent à inviter l'autre à partager ce qu'il n'avait pas prévu de dire, souvent le plus essentiel. Question de réflexion. Pensez à quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez l'impression de ne pas être vraiment entendu. Quel serait l'effet sur votre relation si cette personne vous écoutait de la façon décrite dans ce chapitre? Chapitre numéro 4. Dire non, sans briser la relation. C'est en 2016 que la psychologue clinicienne Harriet Lerner publie une analyse qui fait écho à des décennies de consultations en cabinet. Parmi toutes les difficultés de communication qu'elle a observées chez ses patients, l'incapacité à dire non est celle qui génère le plus de souffrances silencieuses, le plus de ressentiments accumulés et, paradoxalement, le plus de dommages à long terme dans les relations que les personnes cherchaient précisément à préserver, en disant toujours oui. La capacité à dire non avec bienveillance est l'une des compétences relationnelles les plus protectrices qui soient. Elle protège votre énergie, votre intégrité et, contre toute intuition, la qualité même des relations dans lesquelles vous l'exprimez. Pourquoi dire non est si difficile? Dès l'enfance, la plupart d'entre nous apprennent que dire non a des conséquences. Très tôt, le cerveau enregistre une équation simple. Non égale danger relationnel. Et cette équation, répétée des milliers de fois pendant l'enfance et l'adolescence, devient un réflexe automatique à l'âge adulte.
Des recherches en psychologie du développement menées à l'Université de Leiden, aux Pays-Bas, entre 2011 et 2018, portant sur le suivi de 847 enfants de 4 à 18 ans, montrent que les enfants élevés dans des environnements où l'expression de leur refus n'était pas accueillie avec bienveillance développent significativement plus de comportements d'évitement dans leurs relations adultes. La différence entre une limite et un rejet. Une limite porte sur un comportement, une demande, une situation. Elle ne dit rien sur la valeur de la personne qui formule la demande, ni sur la qualité de la relation. Je ne peux pas rester travailler ce soir. N'est pas, tu ne comptes pas pour moi. Je n'ai pas envie de sortir ce week-end, n'est pas, je ne veux plus te voir. Benoît, 47 ans, associé dans un cabinet de conseil à Paris, décrit la transformation que cette distinction a opérée dans sa vie professionnelle. Pendant des années, j'acceptais toutes les demandes de mes clients. Je pensais que c'était ça, être un bon partenaire. En réalité, j'accumulais du ressentiment. Quand j'ai commencé à dire non à certaines demandes, tout en expliquant pourquoi, et en proposant une alternative, j'ai réalisé que mes clients respectaient davantage mes limites que mes oui automatiques. Les 4 formes du non que nous utilisons sans le savoir. La première est le non invisible. Nous disons oui avec la bouche et non avec le reste. La deuxième est le non agressif. Sous l'effet de l'accumulation, le non finit par exploser de façon disproportionnée. La troisième est le non excusé à l'excès, qui invite l'autre à insister. La quatrième est le non déguisé en incapacité. Je ne peux pas, à la place de je ne veux pas. La CNV propose une 5e voie, le non ancré, bienveillant et respectueux du lien. Comment formuler un non CNV? Le non CNV repose sur une structure en 3 temps. Le premier temps est la reconnaissance du besoin de l'autre. Avant de formuler votre refus, vous montrez que vous avez entendu et compris ce que l'autre cherche. Cette étape prend 10 secondes. Elle change tout à la façon dont le non qui suit sera reçu. Le deuxième temps est l'expression de votre propre besoin, celui qui justifie votre refus. Non pas une excuse, mais l'expression honnête et directe du besoin qui entre en tension avec la demande. Le troisième temps est le non lui-même, formulé clairement, suivi si possible d'une alternative. Donc je ne peux pas prendre en charge ce dossier supplémentaire cette semaine. Est-ce qu'on pourrait regarder ensemble ce qui pourrait être décalé pour que je puisse t'aider la semaine prochaine? Script pratique pour les situations les plus fréquentes. Refuser une demande professionnelle supplémentaire. Avec CNV, je vois que tu as besoin que ce rapport soit prêt rapidement, et je comprends la pression que tu as de ton côté. En ce moment, j'ai besoin de terminer les 3 dossiers en cours. Je ne peux pas prendre ce rapport cette semaine sans compromettre ce que j'ai déjà promis. Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'équipe pourrait s'en charger, ou est-ce qu'on peut voir ensemble si une échéance différente est envisageable? Refuser une invitation sociale. Merci de penser à moi. Ça me touche. Ce soir, j'ai besoin de me poser et de récupérer. La semaine a été dense. Je ne viens pas ce soir. Est-ce qu'on peut prévoir quelque chose la semaine prochaine? Refuser une demande d'un proche. Je sens que c'est important pour toi et j'aurais vraiment envie de t'aider. En ce moment, j'ai besoin de protéger mon énergie parce que je suis à bout. Je ne peux pas m'en occuper cette semaine. Est-ce que ça peut attendre samedi prochain, où je serai vraiment disponible pour toi? Gérer la pression après le non. La technique CNV dans ces moments est le disque rayé empathique. Répétez votre refus avec les mêmes mots, calmement, en reconnaissant à chaque fois l'émotion de l'autre. Je comprends que c'est décevant pour toi, et ma réponse reste non pour cette semaine. Je vois que tu pensais vraiment pouvoir compter sur moi, et j'ai besoin de maintenir ma décision. Aline, 33 ans, infirmière à Bordeaux, décrit comment cette technique a transformé son rapport aux demandes de ses collègues. Dans mon métier, tout le monde est débordé, et les demandes d'aide informelle sont permanentes. Avant, je disais oui à tout, et je finissais mes gardes épuisés. Quand j'ai appris à dire non avec la structure CNV, progressivement, les gens ont commencé à mieux évaluer ce qu'ils me demandaient et à accepter mes refus avec beaucoup plus de naturel. Quand dire non est un acte d'amour. Des recherches en psychologie des relations intimes, menées par John et Julie Gottman à l'Université de Washington sur plusieurs décennies, montrent que les couples les plus solides et les plus durables ne sont pas ceux dans lesquels les 2 partenaires disent toujours oui l'un à l'autre. Ce sont ceux dans lesquels chacun a le sentiment que ses non sont entendus et respectés.
Un non dit avec clarté et avec soin pour l'autre n'est pas une fermeture. C'est une invitation à une relation plus honnête, plus équilibrée et finalement plus proche. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Le conditionnement de l'enfance a associé non à danger relationnel. Ce réflexe est biologique et culturel, pas un défaut de caractère. Dire non à une demande n'est pas dire non à la personne. Cette distinction, exprimée clairement dans la façon de formuler le refus, est ce qui permet de maintenir le lien tout en tenant sa limite. Les couples les plus durables ne sont pas ceux qui se disent toujours oui, mais ceux dans lesquels les non de chacun sont entendus et respectés. Question de réflexion. Pensez à une situation récente où vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Quel besoin cherchiez-vous à protéger en évitant le refus? Et quel besoin de vous avez-vous sacrifié en le faisant? Chapitre numéro 5. Désamorcer les conflits avant qu'ils explosent. C'est en 2007 que le psychologue John Gottman publie les résultats de plus de 30 ans de recherche. Sa conclusion principale est aussi précise que troublante. En observant un couple pendant seulement 3 minutes de conversation conflictuelle, Gottman et son équipe étaient capables de prédire avec un taux de précision de 94% si ce couple allait se séparer dans les 15 années suivantes. Ce n'est pas le sujet du conflit qui permettait cette prédiction. C'était la façon dont le conflit était géré dans ses toutes premières secondes. Cette découverte est à la fois décourageante et extraordinairement encourageante. Si tout se joue dans les premières secondes, c'est précisément là qu'une intervention ciblée peut tout changer. Comprendre la mécanique de l'escalade. Tout commence par un déclencheur. Un mot, un ton, un geste, une décision perçue comme injuste. Ce déclencheur active immédiatement le système nerveux sympathique. Et dans cet état d'alerte, le cerveau préfrontal, responsable de la réflexion et de l'empathie, commence à se déconnecter au profit de l'amygdale, le centre de la réaction instinctive. Le chercheur John Gottman a mesuré que le rythme cardiaque d'un individu en escalade conflictuelle dépasse régulièrement 100 battements par minute, un seuil au-delà duquel la capacité à faire preuve d'empathie ou à trouver des solutions créatives est biologiquement compromise. L'escalade se déroule en 4 phases: la tension, le déclenchement, l'escalade active où les deux parties réagissent aux réactions de l'autre plutôt qu'au problème initial, et enfin l'impasse ou l'explosion. Les 5 signaux d'escalade à reconnaître. Le premier signal est la rigidification de la posture et de la voix. Le deuxième est l'apparition des généralisations. Toujours, jamais, encore une fois. Le troisième est le déplacement du sujet. La conversation a commencé sur un point précis et se retrouve soudainement sur autre chose. Le quatrième est le mépris, les soupirs ostensibles, les yeux levés au ciel, le ton condescendant. Le cinquième est ce que vous ressentez dans votre propre corps. Une chaleur dans la poitrine, une tension dans les épaules, une légère accélération du rythme cardiaque. La pause intentionnelle, l'outil le plus puissant. Si vous ne deviez retenir qu'un seul outil de ce chapitre, ce serait celui-ci. La pause intentionnelle consiste à interrompre consciemment la conversation avant que l'escalade ne devienne incontrôlable, à nommer cette interruption de façon transparente et à définir un moment précis pour reprendre l'échange. Je sens que je commence à me mettre en réaction et que je ne vais pas pouvoir bien t'écouter dans cet état. J'ai besoin de prendre 20 minutes pour me calmer. Est-ce qu'on peut reprendre cette conversation à 15 heures? La durée recommandée par les recherches de Gottman est d'au moins 20 minutes. C'est le temps minimum nécessaire pour que le système nerveux sympathique retrouve un état de calme physiologique suffisant. Le protocole CNV de résolution en 5 étapes. La première étape est l'expression empathique de l'ouverture. Signifiez à l'autre que vous êtes là pour comprendre, pas pour gagner. La deuxième étape est l'expression de votre vécu avec les 4 piliers CNV. La troisième étape est l'écoute empathique du vécu de l'autre. La quatrième étape est la recherche des besoins communs. Sous des positions opposées se trouvent presque toujours des besoins partiellement communs. La cinquième étape est la formulation d'un accord concret et limité dans le temps, pas une promesse vague. Désamorcer un conflit que vous n'avez pas initié. Marc, 52 ans, directeur d'une PME à Rennes, décrit comment cette approche a transformé sa façon de gérer les conflits dans son équipe. J'avais un responsable commercial qui piquait des crises à la moindre décision qui ne lui convenait pas. J'ai commencé à reformuler son émotion plutôt que de répondre à l'attaque. La première fois que j'ai dit « Tu sembles vraiment à bout »,
Est-ce que tu as le sentiment qu'on ne te donne pas les moyens pour réussir? Il s'est arrêté net. Après un silence, il m'a dit que oui, c'était exactement ça. On a eu la vraie conversation ce jour-là, et les crises ont pratiquement disparu. Le conflit comme révélateur et comme opportunité. Le conflit n'est pas un problème à éliminer, c'est un signal à décoder. Les recherches de la psychologue Jennifer Lerner, à la Harvard Kennedy School, montrent que les organisations dans lesquelles les conflits sont exprimés et résolus de façon constructive présentent des niveaux d'innovation significativement plus élevés, un turnover inférieur à la moyenne et des indicateurs de bien-être au travail plus solides. La question n'est donc pas « comment éviter les conflits ?», elle est « comment les traverser d'une façon qui laisse la relation plus solide qu'avant ?» Ce qu'il faut retenir de ce chapitre. En observant 3 minutes de conflit, des chercheurs peuvent prédire avec 94% de précision si un couple va se séparer. Tout se joue dans les premiers échanges. Au-delà de 100 battements cardiaques par minute, la capacité à faire preuve d'empathie est biologiquement compromise. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité physiologique. Reformuler l'émotion et le besoin de l'autre face à une attaque désamorce l'escalade plus efficacement que toute réponse défensive. Question de réflexion. Pensez à un conflit récent qui a mal tourné. À quelle phase auriez-vous pu intervenir différemment? Quel signal d'escalade avez-vous ignoré ou n'avez-vous pas reconnu à temps? Chapitre numéro 6. CNV au travail. Manager, collègue, client. C'est en 2015 que Google publie les résultats d'une étude interne, devenue depuis l'une des références les plus citées en management. Baptisée Project Aristotle, cette recherche avait pour objectif de comprendre ce qui différenciait les équipes les plus performantes des équipes moyennes. Le facteur numéro 1 de performance des équipes n'était ni le niveau d'expertise individuelle, ni la diversité des profils, ni la clarté des objectifs. C'était la sécurité psychologique, le sentiment partagé par tous les membres de l'équipe qu'ils pouvaient prendre des risques interpersonnels sans craindre d'être jugés, humiliés ou punis. Cette sécurité psychologique se construit interaction par interaction, dans la façon dont les managers donnent du feedback, dans la façon dont les collègues se parlent en réunion, dans la façon dont les désaccords sont traités ou étouffés. La CNV face à un manager difficile. La CNV propose une approche en 3 temps pour la communication ascendante. Le premier temps est la préparation solitaire, avant la conversation. Clarifiez par écrit vos observations, vos émotions, votre besoin et votre demande. Le deuxième temps est la demande d'un espace dédié. Le troisième temps est la conversation elle-même, menée avec les 4 piliers, avec la structure CNV. Je voulais te parler de quelque chose qui m'affecte. Lors des 2 dernières réunions d'équipe, tu as remis en question des décisions que j'avais prises sans m'en avoir parlé avant la réunion. Quand ça arrive, je me sens déstabilisé et un peu humilié devant l'équipe, parce que j'ai besoin de pouvoir défendre mes choix avec les bonnes informations. Est-ce que tu serais prêt à me faire part de tes réserves en privé avant les réunions? Donner du feedback sans démotiver. Feedback classique, tu n'es jamais dans les délais. Ça crée des problèmes pour toute l'équipe et c'est inacceptable. Feedback CNV. Sur les 3 dernières semaines, tes livrables sont arrivés avec 1 ou 2 jours de retard. Ça m'a mis en difficulté vis-à-vis du client à 2 reprises, parce que j'avais besoin de pouvoir tenir nos engagements de livraison. À l'avenir, j'ai besoin qu'on convienne ensemble de délais que tu peux vraiment tenir. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines? Des recherches menées par Gallup entre 2018 et 2022 auprès de plus de 67 000 managers et collaborateurs dans 96 pays montrent que les collaborateurs qui reçoivent un feedback régulier, factuel et bienveillant sont 3,6 fois plus susceptibles de se déclarer engagés dans leur travail. Gérer les tensions entre collègues. Une étude publiée en 2020 par l'Institut national de recherche et de sécurité montre que les conflits interpersonnels au travail sont impliqués dans plus de 40% des situations de souffrance professionnelle déclarées en France. Isabelle, 38 ans, chef de projet à Lyon, décrit comment la CNV a transformé sa façon de gérer les tensions. J'avais une collègue avec qui je travaillais en mode parallèle sur des projets clients. On se marchait souvent dessus. Quand j'ai finalement utilisé la structure CNV pour aborder le sujet, j'ai commencé par dire « Je veux qu'on travaille mieux ensemble », parce que nos 2 expertises sont complémentaires. Sa réaction a été immédiate.
Elle s'est détendue, et on a eu une vraie conversation sur nos périmètres respectifs. La CNV avec les clients. Quand un client exprime son mécontentement de façon véhémente, la CNV propose une troisième voie en 3 temps. Le premier temps est la réception empathique du mécontentement. Je vous entends, et je comprends que cette situation est frustrante pour vous. Le deuxième temps est la clarification factuelle des faits, sans confrontation directe. Le troisième temps est la proposition d'une solution concrète, formulée comme une demande ouverte. Voici ce que je peux faire de mon côté. Est-ce que ça répond à votre besoin? La CNV en réunion. Exprimer un désaccord en réunion suit une logique précise. Premièrement, reconnaître ce qui est valable dans la position de l'autre. Deuxièmement, formuler votre désaccord comme une observation ou une question plutôt que comme un verdict. Troisièmement, proposer une alternative ou une question ouverte. Construire une culture de communication bienveillante. Les chercheurs Amy Edmondson et J. Kelley, dans une méta-analyse publiée en 2014, ont analysé les données de 136 études portant sur la sécurité psychologique. Leur conclusion, la sécurité psychologique se construit principalement à travers des comportements interpersonnels modélisés par les leaders, et non à travers des déclarations d'intention ou des politiques. 3 comportements managériaux concrets suffisent à initier ce changement culturel. Nommer ses propres émotions en réunion de façon naturelle, reformuler les émotions exprimées par l'équipe avant de répondre sur le fond, et traiter les erreurs comme des sources d'information plutôt que comme des occasions de jugement. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre: les collaborateurs qui reçoivent un feedback régulier, factuel et bienveillant sont 3,6 fois plus susceptibles de se déclarer engagés dans leur travail. Plus de 40% des situations de souffrance professionnelle impliquent des conflits interpersonnels, dont la grande majorité porte sur des malentendus de communication. La sécurité psychologique se construit à travers des comportements modélisés par les leaders, pas à travers des déclarations d'intention. Question de réflexion. Dans votre environnement professionnel actuel, quel est le niveau de sécurité psychologique que vous ressentez? Et vous, qu'est-ce que vous faites, ou que pourriez-vous faire, pour contribuer à construire cette sécurité autour de vous? Chapitre numéro 7. 21 jours pour ancrer la CNV dans votre vie. En 1960, le chirurgien plasticien Maxwell Maltz observe qu'il faut en moyenne 21 jours pour qu'une personne s'habitue à sa nouvelle apparence après une opération. Il en conclut que 21 jours est le temps minimum nécessaire pour intégrer un nouveau schéma comportemental. En 2010, la chercheuse Philippa Lally et son équipe de l'University College London publient une étude plus nuancée. Le temps nécessaire pour qu'un comportement devienne automatique varie de 18 à 254 jours selon les individus, avec une moyenne de 66 jours. Et, fait crucial, rater une journée ne compromet pas l'acquisition de l'habitude. Ce qui compte n'est pas la perfection, c'est la régularité sur la durée. Ce chapitre vous propose un programme de 21 jours, structuré en 3 semaines thématiques, avec une micro-action quotidienne. Chaque micro-action est conçue pour être réalisable en moins de 10 minutes. Semaine 1. Observer sans juger, du jour 1 au jour 7. Jour 1. Le journal des jugements. Notez chaque jugement que vous formulez mentalement sur une autre personne. Ne cherchez pas à les éliminer. Contentez-vous de les compter et de les noter. Jour 2. Jugement vers observation. Reprenez 3 jugements et reformulez-les en observation factuelle. Notez ce que vous ressentez dans votre corps en passant d'une formulation à l'autre. Jour 3. Observez un échange sans intervenir. Choisissez une conversation à laquelle vous assistez et observez-la sans intervenir. Combien de jugements entendez-vous? Combien d'écoutes réelles? Jour 4. La vérification de l'interprétation. Chaque fois que vous interprétez l'intention de quelqu'un, posez-vous la question: est-ce que je sais vraiment ceci, ou est-ce que je le suppose? Jour 5. Observez votre propre corps. Portez votre attention sur vos sensations physiques pendant vos interactions. Ces signaux physiques précèdent vos réactions émotionnelles et verbales. Jour 6. Observez ce qui fonctionne. Repérez les moments d'échange qui fonctionnent bien dans votre journée. Jour 7. Bilan de semaine. Prenez 20 minutes pour répondre par écrit à 3 questions. Quelle est la découverte la plus surprenante de cette semaine? Dans quelle situation avez-vous réussi à passer d'un jugement à une observation factuelle? Qu'est-ce que vous voulez continuer à observer la semaine prochaine?
Semaine 2. Exprimez ses émotions et ses besoins. Du jour 8 au jour 14. Jour 8. L'inventaire émotionnel du matin. Chaque matin, prenez 3 minutes pour identifier votre état émotionnel avec précision. Pas bien ou fatigué. Cherchez le mot juste. Jour 9. La question du besoin. Chaque fois que vous ressentez une émotion négative, posez-vous. Quel besoin de moi n'est pas satisfait en ce moment? Jour 10. Exprimez une émotion à voix haute. Dans au moins une interaction, exprimez une émotion réelle en utilisant « je me sens » suivi d'un mot d'émotion précis. Jour 11. Identifiez le besoin de l'autre. Dans chacune de vos interactions significatives, posez-vous mentalement « quel besoin cherche-t-il à exprimer ou à satisfaire en ce moment ?» Jour 12. La formulation complète en 2 temps. Dans une situation où vous avez habituellement tendance à réagir immédiatement, construisez mentalement « je ressens » parce que j'ai besoin de. Jour 13. Exprimez un besoin dans une relation proche. Utilisez la formulation CNV complète avec une personne de confiance. Jour 14. Bilan de semaine. Quelle émotion avez-vous eu le plus de mal à nommer? Dans quelle situation avez-vous réussi à identifier le besoin derrière une émotion difficile? Semaine 3. Transformez vos conflits. Du jour 15 au jour 21. Jour 15. La préparation d'une conversation difficile. Identifiez une conversation que vous avez évitée. Préparez-la par écrit. Qu'ai-je observé? Qu'est-ce que je ressens? Quel est mon besoin? Quelle est ma demande? Puis répondez aux mêmes questions du point de vue de l'autre. Jour 16. Pratiquez la reformulation empathique. Dans au moins 2 conversations, reformulez ce que vous avez entendu de l'émotion et du besoin de l'autre. Jour 17. Pratiquez la pause intentionnelle. Dans au moins une situation tendue, nommez la pause à voix haute et utilisez le temps accordé pour vous décompresser réellement. Jour 18. Faire la conversation préparée au jour 15. Utilisez votre préparation comme une carte, pas comme un script. Jour 19. Recevoir une critique sans se défendre. Pratiquez les 3 temps. Reconnaître votre état, chercher le besoin sous l'attaque, reformuler avant de répondre. Jour 20. Dire non à quelque chose. Dites non à une demande que vous auriez habituellement acceptée à contre-cœur. Utilisez la structure CNV. Jour 21. Bilan global et engagement pour la suite. Prenez 30 minutes pour répondre à 5 questions. Quelle est la transformation la plus significative observée ces 3 semaines? Dans quelle situation avez-vous eu le plus de difficultés? Quelle relation a le plus bénéficié de ces changements? Quel outil souhaitez-vous approfondir en priorité? Quel engagement concret et mesurable prenez-vous pour la suite? Ce qui vient après les 21 jours. 21 jours de pratique régulière ne font pas de vous un expert en CNV. Ils vous donnent une expérience personnelle de ce que ça change, dans votre corps, dans vos relations, dans votre façon de vivre les situations difficiles. Et cette expérience, personne ne peut vous la retirer. La pratique de la CNV ne se termine pas avec ce programme. Elle s'approfondit au fil des conversations, des erreurs, des maladresses et des réussites. Certains jours, vous communiquerez avec une clarté et une bienveillance qui vous surprendront vous-même. D'autres jours, vous réagirez exactement comme avant. Les 2 font partie du chemin. Ce n'est pas la perfection qui transforme les relations. C'est la direction. Marshall Rosenberg avait une façon simple de décrire ce qu'il espérait que les gens retiennent de la CNV. Ce n'est pas une technique pour mieux communiquer. C'est un rappel de qui nous sommes vraiment, sous les couches de conditionnement, sous les peurs et les défenses. Des êtres qui ont des besoins, qui ont des émotions, et qui cherchent à se connecter aux autres. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, les habitudes s'ancrent en 18 à 154 jours, selon les individus, avec une moyenne de 66 jours. Rater une journée ne compromet pas l'acquisition. Ce qui compte est la régularité sur la durée, pas la perfection quotidienne. 21 jours ne font pas un expert. Ils créent une amorce, suffisamment d'expériences concrètes pour mesurer l'effet des changements et trouver la motivation de continuer. Question de réflexion. Parmi les 21 micro-actions proposées, laquelle vous semble la plus accessible aujourd'hui? Et laquelle vous semble la plus difficile? Celle qui touche peut-être quelque chose d'important à travailler. Conclusion. En 1971, Marshall Rosenberg anime l'un de ses tout premiers ateliers de communication non violente dans une école primaire de Détroit, dans un quartier marqué par les tensions raciales qui avaient déchiré la ville 4 ans plus tôt. Il travaille avec des enfants de 8 à 12 ans, des enfants qui ont grandi dans des environnements
où la violence, verbale et physique, est le seul langage de résolution des conflits qu'ils aient jamais vu. À la fin de la deuxième journée, une petite fille de 9 ans lève la main et dit quelque chose que Rosenberg rapportera des dizaines de fois au cours des 40 années suivantes. Monsieur, ce que vous nous apprenez, c'est comment parler comme si on s'aimait, même quand on est en colère. Cette phrase d'une enfant de 9 ans contient, en 12 mots, l'essentiel de tout ce que vous avez traversé dans ce livre. Parler comme si on s'aimait, même quand on est en colère. Pas nier la colère, pas faire semblant que tout va bien, mais trouver, même dans les moments les plus difficiles, une façon de s'adresser à l'autre qui honore à la fois ce que vous ressentez et ce qu'il est. Ce que vous avez construit. Vous avez commencé ce livre avec une intuition, que quelque chose pouvait changer dans la façon dont vous communiquez, que les conflits répétitifs, les malentendus accumulés, les non-dits qui s'alourdissent au fil du temps, n'étaient pas une fatalité. Au fil des 7 chapitres, vous avez découvert les 4 piliers de la CNV, appris à reconnaître les 7 formes de langage aliénant, exploré l'écoute empathique, appris à dire non avec bienveillance, à désamorcer les conflits, à donner du feedback qui développe, et à construire progressivement de nouveaux automatismes relationnels. Ce sont des outils, mais ce sont surtout des prises de conscience. Et les prises de conscience, contrairement aux outils, ne s'oublient pas vraiment. Même quand vous retomberez dans vos vieux réflexes, une partie de vous saura maintenant ce qui se passe et ce qui serait possible autrement. Ce que la CNV ne peut pas faire. La CNV ne vous rend pas invulnérable. Elle ne supprime pas la douleur des relations difficiles, des séparations, des trahisons. Elle ne transforme pas en partenaires constructifs les personnes qui ne souhaitent pas l'être. Ce qu'elle fait, c'est vous donner plus de choix. Elle augmente votre liberté dans vos relations, non pas en vous donnant le contrôle sur les autres, mais en vous donnant plus de contrôle sur vous-même, sur la façon dont vous percevez les situations, dont vous nommez ce que vous ressentez, dont vous choisissez de répondre plutôt que de simplement réagir. Cette liberté supplémentaire a un coût. Elle demande de la présence, de l'honnêteté avec soi-même, et parfois le courage de dire des choses vraies, d'une façon qui vous expose davantage. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le prix de la connexion authentique. La pratique comme chemin. La CNV s'apprend dans les situations ordinaires, avant de s'appliquer aux situations extraordinaires. Dans la conversation du matin avec votre partenaire, dans l'échange avec un collègue sur un sujet banal, dans la façon dont vous répondez à un message qui vous agace légèrement. Ces petits terrains d'entraînement quotidien construisent les muscles relationnels dont vous aurez besoin quand les vraies tempêtes arriveront. Des recherches menées pendant plus de 20 ans par le psychologue Robert Waldinger à la Harvard Medical School, dans le cadre de l'une des plus longues études sur le bonheur humain jamais réalisées, arrivent à une conclusion que la complexité de notre époque rend presque subversive dans sa simplicité. Ce qui prédit le mieux la santé, le bonheur et la longévité des êtres humains, ce n'est pas la richesse, ni la célébrité, ni les accomplissements professionnels. Ce sont la qualité et la profondeur des relations humaines. Pas leur nombre, pas leur absence de conflit, leur qualité. La CNV est, dans son essence, une façon de prendre soin de cette qualité, une relation à la fois. Un dernier mot. Si vous ne deviez garder qu'une seule chose de ce livre, ce serait peut-être celle-ci. Avant de répondre à quelqu'un qui vous dit quelque chose de difficile, prenez 2 secondes pour vous poser cette question silencieuse. Quel est le besoin de cette personne en ce moment? 2 secondes. Une question. Ce tout petit espace entre le stimulus et la réponse est l'endroit exact où la CNV vit. C'est là que la réaction automatique peut devenir un choix conscient. C'est là que le conflit peut devenir un dialogue. C'est là que la distance peut devenir de la proximité. Vous n'avez pas besoin de maîtriser tous les outils de ce livre pour commencer. Vous avez juste besoin de commencer. Une conversation à la fois, un échange à la fois, un moment à la fois. Et si vous revenez à ce livre dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, vous découvrirez peut-être que les chapitres que vous aviez trouvés évidents au premier passage vous révèlent quelque chose de nouveau, parce que vous aurez changé entre-temps, parce que vos relations vous auront appris des choses que ce livre ne peut pas enseigner. Merci de m'avoir lu jusqu'ici. Et bonne route, une relation à la fois. Si ce livre vous a apporté quelque chose de concret, la chose la plus précieuse que vous puissiez faire est de le partager. Un avis honnête sur Amazon, une recommandation à un proche, un message à quelqu'un qui traverse une période difficile dans ses relations.
Ces gestes permettent à ce travail de continuer d'exister et d'atteindre les personnes qui en ont besoin. Merci. Nous arrivons à la fin de ce livre. Si certaines phrases t'ont dérangé, si certaines vérités t'ont obligé à te regarder en face, alors ne laisse pas cette prise de conscience s'arrêter ici. Avec Livre Académie, tu vas apprendre chaque jour à devenir meilleur. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos, continue à te construire au lieu de subir. Et si tu as réellement appris quelque chose aujourd'hui, écris simplement en commentaire « J'ai appris ». À très bientôt.